président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu le rapport général des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Le document comporte 459 recommandations visant à améliorer les conditions de cette couche conformément à la vision 2063. Le Ramadan, mois de jeûne et de spiritualité, les chefs de famille se démêlent parfois pour concilier les impératifs religieux, financiers et le bien-être de la famille. Certains se sont confiés à notre reporter Maïmouna Guindo. C'est le dossier de la rédaction à suivre dans cette édition. Le gouvernement apporte assistance aux sinistrés du marché de Médine. Les ministres chargés de la promotion de la femme, de la jeunesse et le commissaire à la sécurité alimentaire étaient sur le site hier. Ils ont remis aux responsables du marché 200 sacs de riz en guise de solidarité. Vous servir est un réel plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la grande édition de 20h. Bonsoir et bienvenue à vous. Je vous l'annonçais à l'instant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce matin à Koulouba le rapport général des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali. 459 recommandations et 349 actions sont proposées dans le document pour une amélioration de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille en tenant en compte de la mise en œuvre de la vision 2063. On en sait davantage avec Nyanyalou Traoré et Sidiki Balou. Le geste est solennel, il est surtout empreint de symbole. La remise au chef de l'État du rapport des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali marque un tournant décisif dans la stratégie nationale de promotion et de valorisation du genre du pays. Les Maliennes franchissent ainsi une étape de plus dans le schéma d'autonomisation et de participation active au développement durable du Mali. Ce rapport d'États généraux est le fruit d'un exercice très participatif, inclusif, l'effort intellectuel de l'ensemble des Maliens et Maliennes sans apport et sans interférence d'un partenaire. L'activité a été réalisée sur le budget national à 100% avec l'appui du chef de l'État. Donc ces États généraux sont en droite ligne avec les actions prévues surtout par le chef de l'État dans sa lettre de cadrage. L'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et toutes les familles du Mali. Un dicton populaire nous enseigne que si les femmes gagnent, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie. C'est fort de ce constat que les autorités de la transition n'ont pas hésité à placer les femmes estimées aujourd'hui à 49,7% de la population active malienne au cœur de toutes les politiques publiques. Le rapport prend en compte toutes leurs préoccupations majeures et leurs attentes formulées en 459 recommandations. 349 actions sont proposées dans le rapport de plus de 200 pages pour retracer les voies et moyens adéquats vers un avenir meilleur pour cette couche de la société. Parmi cette action, nous avons formulé un plan d'action prioritaire à la demande du chef de l'État. Et donc, tous ces documents sont joints au rapport final des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Madame Maïga Sinadamba a conduit la Commission nationale d'organisation des États généraux. Comme mot dans le rapport, elle décrit la vulnérabilité persistante des femmes. Ce sont elles qui sont victimes de mortalité maternelle et infantile, de violences basées sur le genre. Ce sont elles aussi qui ont un faible accès aux ressources économiques et pire à la prise de décision. Ce rapport est l'une des réponses des autorités pour pallier ces difficultés fondées sur les réalités vécues. Les attentes restent grandes et Madame le ministre sollicite toujours le soutien de ses sœurs. Les mots de remerciement et de félicitations du chef de l'État à l'ensemble des femmes du Mali pour leur résilience dans ce contexte de crise multiples. Et les femmes du Mali ont été résilientes. Comme il l'a dit, si les femmes tiennent bon, les femmes vont tenir bon et l'ensemble des Maliens vont tenir bon. Ça veut dire que les femmes ont un grand rôle à jouer, que ce soit dans la stabilité, dans la paix, la cohésion du Mali. Ça veut dire que tout passe par la femme. Je tiens à demander mes mamans, mes soeurs d'être présentes et d'être disponibles et d'être déterminées
pour que le Malikoura soit une réalité. Pour information, l'une des recommandations phares issues des phases régionales et nationales, c'est le fait de dédier l'année 2027 à la femme, à l'enfant et à la famille pour consacrer les 30 ans de création du ministère pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cérémonie de remise de médailles au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une dizaine de personnes ont été faites chevaliers de l'ordre national et du mérite national avec effigie Lion debout. À travers cette cérémonie, les autorités de la transition saluent le courage, l'engagement des récipiendaires à servir la patrie. La cérémonie solennelle de remise s'est déroulée hier en présence de Abdul Karim Kaba. La nation rend hommage à des hommes et femmes qui se sont distingués à travers leur travail. Au Conseil économique, social, environnemental et culturel, 5 personnes ont bénéficié de la médaille des chevaliers de l'ordre national. 5 autres collaborateurs ont reçu la médaille de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie Lion debout. Cela en reconnaissance de leur engagement et de leur dévouement. Cette marque de considération va galvaniser encore les récipiendaires à plus d'engagement pour la nation. Je tiens à exprimer en mon nom propre et au nom de tous mes collègues récipiendaires ici présents notre sincère gratitude pour cet insigne honneur. Cette reconnaissance, Monsieur le Président, nous touche et va tout droit au cœur. Nous tenons à vous remercier. Nos remerciements sincères distingué à l'endroit du président de la transition, le général d'armée, M. Assimi Goïta, chef de l'État, pour nous avoir honorés. En s'adressant aux lauréats du jour, le président Yacouba Katile les a exhortés à poursuivre leur engagement, à cultiver les valeurs d'honneur et de dignité et à renforcer les vertus qui les caractérisent. Cette distinction décernée par les plus hautes autorités de notre République honore les conseillers de la République, des agents qui se sont illustrés par un travail exemplaire, un engagement sans faille et un dévouement total au service de la nation. Elle constitue une marque solennelle de reconnaissance. Reconnaissance des efforts constants de notre institution, qui affirme jour après jour sa place essentielle dans l'architecture institutionnelle du Mali. Elle témoigne que le Conseil économique, social, environnemental et culturel, fidèle à sa mission consultative et prospective, contribue activement à la refondation et au rayonnement de notre pays. Au Conseil économique, social, environnemental et culturel, cette cérémonie de décoration n'a pas fait exception à la règle. C'est dans une bonne ambiance avec les amis, parents et collaborateurs qu'elle a pris fin. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a présidé ce matin la 15e réunion de suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les chiffres annoncés affichent une dynamique soutenue. Plus de 28 millions de litres ont été mobilisés en une semaine. L'objectif est clair, sécuriser l'énergie pour stabiliser le pays. Le point sur ce dispositif de veille stratégique en ce mois de Ramadan avec Aloussé Nitouri. Garantir l'énergie partout et pour tous, c'est l'objectif réaffirmé ce matin lors de la 15e réunion de suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, le bilan de la mi-février affiche une dynamique rassurante. Entre le 9 et le 15 février, ce sont plus de 28 millions de litres de carburant transportés par 622 citernes qui ont été enregistrés. Loin de s'arrêter là, le dispositif monte en puissance. Pour la seule période du 16 au 19 février, 519 citernes supplémentaires sont venues renforcer les stocks de réserve. Cette accélération logistique vise un but précis, sécuriser les stocks commerciaux et stabiliser le marché face à une demande toujours forte. Le ministre a mis un point d'honneur sur la desserte des régions. L'objectif est d'assurer un approvisionnement progressif et équilibré malgré les défis logistiques et sécuritaires. En bref, la consigne est claire, maintenir la cadence et rester vigilant. La coordination entre l'État et les opérateurs privés reste le levier principal pour rassurer les populations et éviter toute perturbation.
Direction Koulikoro, 400 kits alimentaires composés de riz, de sucre, de pâtes alimentaires, d'huile et de dattes. C'est le don du président de la transition aux veuves des militaires tombés pour le Mali, aux organisations de la société civile, aux confessions religieuses, aux personnes vivant avec un handicap et aux exploitants de sable et de gravier. Ce geste du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, consiste à soutenir les bénéficiaires en cette période de Ramadan et de carême chrétien. Les 10 kits alimentaires ont été remis par Agibou Damélé, le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le reportage de Boubacar Sissoko et de Amadou Chokari. Le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales est venu à Koulikoro, les bras chargés de 400 kits alimentaires. Ces kits sont distribués à 2 couches. Il s'agit des veuves des militaires et paramilitaires tombés pour le Mali, d'une part, et d'autre part, aux personnes vivant avec un handicap, aux organisations de la société civile, notamment la CAFO, les exploitants de sable et du gravier. Depuis son arrivée au pouvoir, nous n'avons jamais été inquiétés. Il a toujours soutenu les populations de Koulikoro. Nous lui remercions qu'Allah l'assiste. Ces kits alimentaires sont également offerts pour alléger les dépenses des fidèles des 2 religions monothéistes, musulmans et chrétiens, qui observent le Ramadan et le carême en ce moment précis. Le président de la transition, en prélude du mois de Ramadan et du mois de carême pour les chrétiens, a voulu apporter sa solidarité et son patriotisme aux Maliens. Là, on appelle les gens à la solidarité parce qu'on sait que le besoin est plus de 400 à Koulikoro. Ceux qui reçoivent ces dons, ils pensent aussi à ceux qui n'ont pas reçu. C'est dans la solidarité seulement que tout le monde aura son compte et que durant ce mois de Ramadan, toutes les bénédictions qu'on fera pour le Mali seront exaucées. Les bénéficiaires s'en réjouissent et saluent le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition, pour sa générosité. On va faire un partage entre nous, des personnes handicapées, ceux qui ont bénéficié, ceux qui n'ont pas bénéficié. Dans son élan de solidarité agissante, le président de la transition n'oublie aucune frange de la population, a indiqué le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Les kits sont composés de sacs de riz, de sucre, de lait, de bidons d'huile, de pâtes alimentaires et de dattes. Le mois de Ramadan, période de spiritualité, de partage et de solidarité. Pour de nombreux chefs de famille, cette période est un véritable casse-tête. Entre impératifs religieux, financiers et le bien-être de la famille, l'équilibre du budget familial est mis à rude épreuve. C'est ce que nous dit Maïmouna Guindo dans ce reportage. Ça y est, nous y sommes. Revoilà le mois de Ramadan. Au marché, dans les concessions, cette période ne rime pas seulement avec prière, spiritualité et partage, mais aussi avec une forte pression financière sur les ménages. Pour de nombreux chefs de famille, c'est le début d'une véritable course contre la montre, entre la hausse des prix des denrées alimentaires et la course effrénée à la recherche des besoins de la famille pour assurer les repas du souhour et de rupture devient un casse-tête quotidien. Un mois censé apaiser les cœurs, mais qui met souvent les budgets familiaux à rude épreuve, donnant ainsi des cheveux blancs aux chefs de famille. Depuis à l'approche du Ramadan, on s'attend tous à une augmentation des prix des denrées alimentaires, ce qui met à mal notre budget mensuel. Parfois, les prix doublent et cela pèse lourdement sur nos poches. Mes priorités sont d'abord des produits de première nécessité, comme les mil, les riz, le lait et le sucre. Dès que je parviens à les acheter, je respire beaucoup mieux. Pour certains, le Ramadan est souvent source de stress. Et pour faire face, ils doivent faire preuve d'ingéniosité pour maintenir l'équilibre. À la veille du mois de Ramadan, nous ressentons une énorme pression pour subvenir aux besoins de nos proches, notamment pour les souhour ou sougouri et l'iftar ou sunakari. On se débrouille pour acheter un sac de riz, de mil, de sucre et un bidon d'huile. Une fois le nécessaire acheté, on essaie de survivre avec le peu d'argent qui reste jusqu'à la fin du mois. Pourtant, le Ramadan devrait être un mois de paix de l'esprit. Mais pour les chefs de famille, c'est toute une autre réalité. Face à cette réalité, chacun développe ses propres stratégies d'adaptation. L'essentiel reste de faire avec les moyens disponibles sans céder à la pression sociale.
Nous sommes considérés comme les principaux pourvoyeurs, donc nous devons adopter des stratégies d'adaptation. Il y a ceux qui gagnent un peu plus et d'autres un peu moins. Alors, chacun fait avec ses moyens. Il ne s'agit pas de se référer sur d'autres parce que telle personne a fait tel sunakari chez lui, je vais faire autant chez moi. Ce n'est pas demandé. Le mois de Ramadan, d'abord, c'est un mois béni de Dieu. Il n'est pas dit de faire des dépenses excessives. Le Ramadan, c'est juste un mois de pardon. Tout un chacun peut s'entraider afin que le mois de Ramadan puisse se passer dans l'amiable, dans les bonnes conditions. Les hommes ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la situation. Les ménagères aussi s'adaptent avec des menus et une gestion du budget en faisant preuve de créativité pour maintenir l'équilibre. Les prix des légumes, de la viande et des produits de base pour la cuisine ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Malgré cela, une femme trouve toujours des solutions. Je demande aux autorités de continuer les suivis et les contrôles sur les marchés afin de constater la réalité des prix. Le gouvernement fait parfois des efforts pour baisser les prix des denrées de première nécessité, mais sur le terrain, certains commerçants ont du mal à respecter ces mesures. C'est la réputation de l'État qui en pâtit. Malgré les défis financiers et les contraintes du quotidien, le Ramadan reste avant tout un moment de partage, de solidarité et de patience. Entre débrouille et créativité, les familles continuent de célébrer ce mois sacré, rappelant que la foi et l'unité peuvent triompher des difficultés. Pas toujours facile, mais qu'Allah facilite. À l'intérieur du pays, les autorités régionales mettent tout en œuvre afin de permettre aux fidèles de passer de bons mois de Ramadan et de Carême. Le gouverneur de la région de Caille et le directeur de cabinet du gouverneur de Gao ont effectué des visites dans certains magasins de leurs localités respectives. Constat, les stocks sont disponibles et les prix jugés abordables. On en sait davantage avec nos correspondants régionaux à Gao et à Caille, Rakia Toutouré et Brahim Adao. Mercredi 18 février 2026, premier jour du mois béni de Ramadan dans la cité des Rails, le chef de l'exécutif régional général des brigades Moussa Soumaré, en compagnie d'une forte délégation composée du directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence, du directeur régional des affaires religieuses, du culte et des coutumes, du président de l'association des consommateurs du Mali Ascoma et bien d'autres, a mis le cap sur le grand marché de Caille où il a visité 7 magasins de stockage de produits dans lesquels on peut compter des tonnes de riz importés, brisures non parfumés, de sucre, d'huile, de lait en poudre et de céréales. Je suis même comblé par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui au niveau des magasins de nos commerçants importateurs et les prix qui nous ont communiqués également font plaisir. Les prix que nous avions constatés aujourd'hui, il ne faudrait pas que du jour au lendemain qu'on nous dise qu'il y a des changements par rapport à ces prix. Nous voulons que ces prix soient maintenus ou si possible même revenir à la baisse encore pour la satisfaction de la population. À l'issue de cette visite, le gouverneur de la région a d'abord exprimé toute sa satisfaction avant de saluer les efforts consentis par le gouvernement de la République du Mali, les opérateurs économiques et les forces de défense et de sécurité. Le stock des denrées de première nécessité est très suffisant. Il y a aussi de la variété. Les prix sont vraiment abordables. Comparativement à l'année dernière, les prix ont vraiment baissé. C'est le lieu pour moi de saluer l'ensemble des acteurs. D'abord, l'effort d'appui aux autorités à travers les subventions qui sont faites aux commerçants, l'effort des opérateurs eux-mêmes, le fait de pouvoir approvisionner les marchés. Je voudrais également remercier sincèrement les forces armées de sécurité parce que le contexte actuel fait que l'approvisionnement ne peut pas être assuré sans la sécurité. Notons que les prix pratiqués des produits subventionnés sont en dessous du prix plafond et le marché est suffisamment approvisionné en produits de large consommation. La délégation conduite par le directeur de cabinet du gouverneur a sillonné 4 grands magasins de stockage des denrées nécessaires à la consommation pendant ce mois pour les communautés chrétiennes et musulmanes. Dans tous les magasins visités, la délégation a constaté d'importantes quantités de produits, notamment le riz, le lait, le mil,
l'huile et le sucre. L'objectif de cette visite, c'était pour nous enquérir de l'état d'approvisionnement du marché. Tous les magasins sont approvisionnés pour les denrées de première nécessité. La région est suffisamment approvisionnée et les prix aussi sont abordables, sinon extrêmement abordables. Le sucre est vendu entre 600 et 650 francs, même 500 francs quelque part. L'huile est vendue à 850, 900 francs. Le lait est vendu à 1500 francs. Ce sont des prix qui sont vraiment abordables et qui sont même respectés par rapport au prix officiel. Nous allons veiller vraiment au respect scrupuleux de ces prix. Le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce a quant à lui invité les commerçants à respecter et à maintenir les prix plafonds afin de garantir à la population de Gao un bon mois de carême et de Ramadan. Le gouvernement exprime sa solidarité aux sinistrés du marché de Médine. Ils ont reçu hier une importante quantité de vivres des mains des ministres de la promotion de la femme, de la jeunesse et le commissaire à la sécurité alimentaire. Selon le président du collectif national des acteurs des marchés du Mali, les dons seront d'abord stockés avant d'être distribués équitablement après le recensement complet des sinistrés. Le reportage de Boukari Koulibaly. Le gouvernement au chevet des sinistrés du marché de Médine. Dans la nuit de dimanche à lundi, un violent incendie a réduit en cendres des étals et d'importantes marchandises. Mais face au drame, l'État n'est pas resté les bras croisés. À travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et celui de la jeunesse et des sports, 200 sacs de riz ont été remis aux commerçants du marché Sougounikoura. Un geste pour soulager l'urgence, redonner espoir et témoigner la compassion des autorités. Lorsque le marché est touché à ce point, il ne s'agit plus que d'eux, il s'agit de tous les Maliens, parce qu'en réalité tout le monde vient faire ses achats ici. Nous avons eu vraiment le plaisir d'avoir l'appui du ministre commissaire à la sécurité alimentaire qui a bien voulu nous faire un don pour qu'on puisse assister également les sinistrés ici, comme il le fait d'habitude à chaque fois qu'il y a des situations de ce genre. C'est vrai, ce soutien ne récompense pas toutes les pertes qui ont été constatées au marché. Mais quand même, ça témoigne la volonté des plus hautes autorités pour dire que ces acteurs ne sont pas seuls face à cette épreuve que nous déplorons. Pour les bénéficiaires, cet appui vient atténuer la douleur et renforcer la résilience. Parce que Kadaka, Moromi Hakil Tori la Jonantala, Otmanamba Fola. Niwatina, Minna Lenflene, Amina Lassago Magazin on follow. Parce que Amari Sansman ke follow, Flanam Fana, et victime Bininka Moro Batambo, abi 10 000 personnes. Peut-être au Resira Yorola Oyayi. Parce que sous 80% à Ravajira. Après la remise, une visite de terrain a permis aux autorités de constater l'ampleur des dégâts et d'échanger avec les victimes. Au-delà des sacs de riz, c'est un message fort qui est lancé. Dans l'épreuve, la nation reste unie. Quand un marché brûle, c'est toute la République qui se mobilise. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a reçu cet après-midi les lauréats de la semaine du numérique qui vient de s'achever. Ce sont des start-up et des PME qui se sont fait remarquer par leur créativité et innovation. C'est la Direction générale des douanes qui a reçu le prix de l'administration publique de la mieux digitalisée. Reportage à Youssouf Diakité et Mohamed Sidibi. Le projet de modernisation de l'administration publique à travers la digitalisation est en marche. Une des illustrations ici, c'est la remise d'attestation aux lauréats de la Semaine nationale du numérique. Des startups qui ont répondu à certaines préoccupations de la population à travers l'intelligence artificielle. Nous tenons à remercier les autorités, les organisateurs, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réussite de cette édition. Nous, lauréats, recevoir ces prix aujourd'hui, ce n'est pas seulement un prix, c'est une reconnaissance d'un travail acharné, des nuits blanches et surtout de la volonté commune de nous, les lauréats, à contribuer au développement de ce pays ainsi qu'au développement de l'AES. C'est la Direction générale des douanes qui a enlevé le prix de l'administration publique la mieux digitalisée. Je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des femmes et des hommes
des douanes maliennes à l'occasion de la remise de ce prestigieux prix consacrant notre administration comme la plus digitalisée et du Mali. Depuis plus de 2 décennies déjà, sous l'impulsion éclairée du ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale des douanes s'est engagée dans un processus ambitieux de modernisation. Notre objectif a toujours été clair, accroître l'efficacité opérationnelle, renforcer la transparence et sécuriser les recettes de l'État. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a saisi l'opportunité pour saluer la participation de qualité des start-up et des petites et moyennes entreprises. La digitalisation de l'administration est une haute instruction donnée à tout le gouvernement par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont nous appliquons ici la vision. Parce que le chef de l'État a compris qu'aujourd'hui la digitalisation c'est le présent et c'est l'avenir. Et nous avons anticipé cette année en allant directement aussi à l'intelligence artificielle. Je voudrais remercier les cabinets, les DNN et tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette conquête. Je voudrais ici féliciter les jeunes et leur dire que c'est sur eux que nous comptons. Et le département est entièrement à leur disposition et nous allons nous retrouver, j'espère, dans quelques mois pour d'autres compétitions, pour d'autres prix. L'occasion était bonne pour annoncer la prochaine semaine nationale du numérique devant se tenir en juin 2026. Le Mali, à l'instar des autres pays, commémore demain vendredi 20 février la journée internationale des victimes d'accidents et de leurs familles. Une occasion pour les décideurs de témoigner leur solidarité aux familles et proches des victimes. À cette occasion, je vous invite à suivre les grandes lignes du discours de Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, avec Daouda Kone. Les accidents d'avion, comparés à ceux des autres modes de transport, sont peu fréquents. Cependant, ils frappent les esprits par la gravité de leurs conséquences. Cela fait de la journée internationale de commémoration des victimes d'accidents et de leurs familles une occasion pour les autorités d'inviter les populations à une collaboration franche avec les services techniques en cas de besoin. Plus qu'une simple commémoration, cette journée est l'occasion pour nous de témoigner de notre solidarité aux familles et proches des victimes et de rendre un vibrant hommage à toutes les victimes d'accidents d'aviation survenus dans notre pays et partout dans le monde. Nous sommes tous ensemble engagés avec l'Organisation de l'aviation civile internationale à œuvrer pour une aviation civile sûre au service de toutes les nations du monde. Chaque accident d'avion, chaque incident qui menace la vie d'une personne est une leçon tirée. Pour ne pas toujours tirer des leçons, le Mali mise sur la formation des agents. Afin de disposer à l'échelle nationale des compétences capables de contribuer efficacement aux enquêtes de sécurité, conformément aux dispositions de l'annexe 13 de la Convention de Chicago, l'Agence nationale de l'aviation civile a organisé du 13 au 24 octobre 2025 une formation de haut niveau consacrée aux enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile. Nous sommes engagés sur instruction du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et sous la conduite du premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, à tout mettre en œuvre pour soutenir les proches des victimes d'accidents d'aviation. Cette journée a été instituée lors de la 224e session du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au Burkina avec la fin des travaux des premières journées de dialogue défense, sécurité, finance, diplomatie. Les participants recommandent l'institutionnalisation des journées afin de promouvoir une diplomatie de résultats adossée à une économie forte. Une motion de soutien a été adressée au président du Faso pour ses nombreuses initiatives qui concourent à la stabilité du Burkina. Le point de la clôture des travaux avec Adama Guiti et Oumou Sissé. C'est la fin des premières journées de dialogue défense, sécurité, finance, diplomatie. 2 jours de travaux avec pour recommandation d'aller vers une diplomatie de résultats adossée à une force de défense et soutenue par une économie forte. Les participants demandent d'ailleurs l'institutionnalisation de ces dialogues. Nous, participants, recommandons l'institutionnalisation des journées de dialogue, défense, sécurité, finance, diplomatie, en vue de favoriser une action diplomatique forte, cohérente et décomplexée. L'institution d'un cadre de formation harmonisé au profit des personnes nommées dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du Burkina Faso à l'extérieur. La mise en place d'un programme de coopération entre les grandes écoles de formation des différents départements ministériels concernés. Des recommandations qui ne resteront pas lettres mortes, souligne le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique. Elles feront l'objet d'un examen rigoureux afin d'être traduites en action. Le général de division Célestin Semporé d'ajouter la défense des intérêts du Burkina Faso doit être intégrée, coordonnée et stratégique. Durant ces 2 jours, nous avons confronté nos analyses, nous avons croisé nos expertises, nous avons harmonisé nos visions. Et surtout, nous avons posé les bases d'un principe désormais irréversible. La défense des intérêts du Burkina Faso doit être intégrée, coordonnée et stratégique. À cette clôture des premières journées de dialogue défense, sécurité, finance, diplomatie, une motion de soutien au président du Faso dans ses efforts de reconquête de l'intégrité du territoire national et dans sa politique étrangère de rupture et de réhabilitation de la souveraineté du Burkina Faso est formulée par les participants. Les forces de défense et de sécurité du Niger ont mené cette semaine de nombreuses opérations de sécurisation du territoire. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des matériels saisis. Le résumé de ces opérations effectuées du 9 au 15 février 2026 avec le lieutenant Maman Sanim Bagari et Moussa Maman Magaji. Au cours de la semaine écoulée, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi avec détermination leurs opérations de sécurisation, de contrôle de zone et de lutte contre les groupes armés terroristes ainsi que les réseaux criminels sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre des opérations de sécurisation des sites névralgiques, le 10 février 2026, aux environs de 15h30, la position de la CNPC de Dibéla, située dans le bloc pétrolier d'Agadem, a été la cible d'une tentative d'attaque armée menée par des individus armés du mercenaire Moussa Kounei MPLJ à bord d'une dizaine de véhicules. La réaction prompte et fulgurante des FDS a contraint ces mercenaires à replier en débandade, abandonnant des matériels et des équipements militaires. Au nord du pays, sous la juridiction de l'opération Garkoua, dans la journée du 13 février 2026, des individus armés, après avoir dérobé un véhicule civil sur une bretelle adjacente à l'axe d'Arlit, ont été immédiatement pris en compte par les forces engagées. La manœuvre de poursuite, déclenchée sans délai, a permis l'interpellation des assaillants ainsi que la récupération de 2 véhicules, dont celui précédemment soustrait. Une arme à feu, un chargeur ainsi qu'un lot de munitions en vrac ont également été saisis. Au terme de la semaine écoulée, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national demeure globalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche l'exécution de leur mission de sécurisation et de stabilisation. Des opérations ciblées conduites par les troupes au sol, appuyées par des frappes coordonnées des vecteurs aériens, ont permis de neutraliser 43 terroristes
terroristes et d'interpeller 28 suspects et complices présumés des groupes armés terroristes. Ces actions ont donné lieu à d'importantes saisies d'armes, de chargeurs et de munitions. Les opérations ont également permis la découverte et la saisie de matériel logistique sensible, notamment 5452 baguettes de dynamite, 68 rouleaux de cordeaux détonants, plus de 68 000 litres de carburant de contrebande, ainsi que des centaines de milliers de comprimés nocifs destinés aux réseaux criminels. Retour à l'actualité nationale, Search for Common Ground, avec l'appui de l'ambassade du Canada, lutte contre la désinformation, les discours de haine et la fracture sociale. Pendant plusieurs mois, des journalistes, créateurs de contenu et chercheurs de l'espace AES ont rivalisé d'idées, de créativité à travers les projets Lafi Kibarou et Tabale Kunkan. Objectif, déconstruire les fausses informations et promouvoir le vivre ensemble. Notre reporter Bokari Koulibaly a suivi la cérémonie de remise de prix. Voici son reportage. Ce challenge aura duré plusieurs mois, mais le jeu en valait bien la chandelle. Les projets de Lafi Kibarou et Tabale Kunkan ont mis aux prises des créateurs de contenu numérique, des journalistes et des chercheurs autour d'un enjeu majeur pour les Sahel, la lutte contre la désinformation, les discours de haine et la consolidation de la cohésion sociale. Une initiative portée par Search for Common Ground. Le projet Lafi Kibarou vise à améliorer l'accès des populations à une information crédible et factuelle. Le projet Tabale Kunkan, quant à lui, s'inscrit dans une logique de prévention directe des conflits liés à la désinformation et au discours de haine, en combinant des initiatives communautaires de paix, des tribunes d'expression populaire, des productions de contenu médiatique, info and talks, diffusées à grande échelle sur les réseaux sociaux. Pour cette édition, plus de 100 candidats de l'espace AES ont postulé. Au terme de la compétition, place à la réjouissance pour les heureux gagnants. Chacun repart avec un ordinateur, une attestation et une enveloppe d'1 million de francs CFA. On a participé à ce challenge pour une cause noble. On parle de la désinformation et on parle surtout des discours de haine. C'est un fléau qui gangrène actuellement notre société et pour cela, en tant qu'artiste, je me devais de participer à ce challenge et surtout de montrer qu'à travers les mots, on peut lutter contre ces mots. Rendu possible grâce à l'appui de l'ambassade du Canada, le projet est également salué par les autorités. Il vient renforcer les efforts nationaux dans la lutte contre les fausses informations et s'inscrit dans une dynamique de promotion du vivre ensemble dans un contexte régional marqué par les tensions informationnelles. Cet événement est plus qu'une simple distribution de récompenses. Il est la célébration d'une intelligence collective et d'un engagement citoyen pour la paix dans notre espace sahélien. En tant que tutelle, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration suit avec une attention particulière et une grande fierté toutes les initiatives qui, comme celle portée avec détermination par Search for Common Ground, s'attellent à transformer positivement le paysage numérique de notre région. J'ai une occasion de rappeler que ce phénomène de désinformation fragilise le tissu social et alimente des perceptions opposées susceptibles d'exacerber les tensions. C'est pour cela qu'il est important de soutenir les initiatives de ce genre qui mobilisent la créativité, la culture et la recherche pour renforcer la compréhension mutuelle. Entre déclamation d'islam et notes de Coran, la cérémonie de remise des prix a pris les allures de célébration culturelle. Un message fort face à la désinformation, la parole est responsable, la créativité et le dialogue restent des armes puissantes pour préserver la paix et renforcer le vivre ensemble au Sahel. Bravo lauréat. Des performances financières remarquables mais aussi des défis logistiques et humains à relever. Tel est le bilan de la 8e session du conseil d'administration de la clinique périnatale Mohamed V tenue hier. Avec un budget exécuté au-delà des prévisions pour l'exercice 2025, l'établissement de 3e référence confirme son rôle stratégique dans la prise en charge des grossesses à haut risque ainsi que les enfants de la grande prématurée. Le reportage de Barakissa Ouattara et de Moulay Sidibi.
Dépasser les objectifs budgétaires pour mieux sauver des vies, c'est le pari réussi par la clinique périnatale Mohamed VI. Cette 8e session de son conseil d'administration a révélé de performances budgétaires remarquables. Les recettes réalisées s'élèvent à 1,269 510 715 francs CFA sur une prévision budgétaire annuelle de 1,117 43 278 francs CFA, soit un taux de réalisation de 113,65%. Les dépenses se chiffrent à 1,191 971 005 francs sur une prévision de 1,117 43 278 francs CFA, soit un taux d'exécution de 106,71%. Si la clinique périnatale Mohamed VI s'impose aujourd'hui comme le dernier rempart pour les mères et les nouveau-nés en situation de détresse vitale, l'excellence des soins se heurte à des obstacles techniques non négligeables. Difficultés, on en a. Nous avons des équipements de dernière génération dont la prise en charge, la maintenance, c'est-à-dire la maintenance, demande des expertises qui coûtent relativement cher. Quant à leur résolution, vu l'évolution des indicateurs, nous restons vraiment optimistes. La clinique périnatale Mohamed VI projette donc des investissements d'envergure pour l'année à venir. Parmi les perspectives phares, on note l'introduction de la radiologie interventionnelle, la dotation en équipement de dialyse et la réalisation d'une centrale de production d'oxygène. Voilà la 8e session du conseil d'administration de la clinique périnatale Mohamed VI. La canicule des 2 dernières années n'est pas passée inaperçue. À Bamako, cette crise climatique s'est doublée d'une crise énergétique entraînant une augmentation de la morbidité et la mortalité. Si le Mali dispose de plans d'adaptation national et de structures de gestion des catastrophes, la réponse à cette crise soulève des éthiques complexes souvent inexplorées. C'est pourquoi les parties prenantes se sont réunies pour tirer les enseignements. Le compte rendu est signé Abibatou Ditkoyanjakite et Abdoulaye Samaki. On se souvient encore de la vague de chaleur de 2024 où on enregistrait des températures records atteignant parfois plus de 48 degrés Celsius dans certaines localités du pays. Le cas de Bamako a fait l'objet d'études de cas et d'expériences vécues. Pendant 2 jours, experts, universitaires et autres acteurs clés se sont retrouvés autour du thème central « Crise climatique, sanitaire, environnementale et aspects éthiques ». Quand nous parlons d'éthique sur le changement climatique, il s'agit d'attirer l'attention sur notre responsabilité par rapport à la gestion des conséquences de ce changement climatique. La justice sociale dans la gestion de ces impacts, la protection des sujets vulnérables pendant ces événements, mais aussi l'équité par rapport à l'accès aux soins pendant ces événements catastrophiques liés au changement climatique. Depuis quelques années, nous observons une recrudescence des maladies vectorielles telles que le paludisme et la dengue et des maladies respiratoires liées à la pollution et aux variations climatiques. Cet atelier a donc été initié dans le but de poser les questions essentielles pour orienter les politiques des décideurs. Les conclusions des travaux sont partagées. Le ministère de la Santé et du Développement social, conscient de l'ampleur des enjeux, s'engage résolument à renforcer la résilience de notre système de santé face aux risques climatiques, à promouvoir la recherche et la production de données fiables pour éclairer les décisions, à encourager les approches multisectorielles et interdisciplinaires et à soutenir les initiatives visant à intégrer l'éthique dans la planification et la gouvernance du système de santé. Cet atelier répond aux attentes de notre ministère à renforcer les capacités de nos chercheurs, des professionnels de la santé et des décideurs politiques à identifier, à analyser et à résoudre les défis éthiques découlant des impacts sanitaires du changement climatique.
Déjà, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement. On a vu des comités de gestion des crises lors des inondations. On a vu l'introduction de certains modules dans les universités pour le changement climatique, éthique et santé. Ça, c'est des efforts considérables à apprécier. Et au niveau de la législation, je pense qu'on doit avoir des textes pour mieux encadrer cela. Des alternatives pour atténuer les effets du dérèglement climatique. La présente initiative est portée par la faculté de médecine et d'odontostomatologie sur financement de l'Organisation mondiale de la santé. La Fondation Saher, en collaboration avec l'association Sourire Ensemble, lance sa campagne de chirurgie maxillofaciale gratuite, une initiative salvatrice qui touchera 100 enfants atteints de malformations faciales. Ce mardi 17 février, plusieurs enfants ont pu bénéficier d'une prise en charge chirurgicale, une opération qui donne espoir, sourire et dignité aux enfants et à leurs parents. La cérémonie de lancement de la campagne a été suivie par notre reporter Bokari Koulibaly. Du rêve à la réalité, la Fondation Saher transforme la solidarité en action concrète. Après le téléthon organisé pour mobiliser les cœurs et les consciences, l'ère n'est plus aux promesses, place aux opérations. Ce mardi 17 février, au siège de l'association Sourire Ensemble, des enfants atteints de malformations maxillofaciales retrouvent l'espoir sur une table d'opération. Ce qui n'était qu'un pari est devenu une réussite. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne de chirurgie gratuite et on a commencé par un enfant de 5 mois qui avait une fente labiopalatine et là on vient de opérer sa fente labiale et aussi alvéolaire, donc on peut dire que lui il est presque guéri. Et 4 autres enfants qui sont au programme, dont 2 cas de tumeur et 2 autres cas de malformation. J'ai été vraiment agréablement surpris de ce que j'ai vu. Déjà, elle a commencé, elle n'a pas attendu même le versement des premiers fonds. Les numéros 71, 73, 11, 11, Orange Money reste toujours valable. Et le 97, 82, 46, 46 pour Move Malitel reste valable pour ceux qui veulent continuer toujours à faire des dons pour ces enfants. Pour les parents, c'est plus qu'une chirurgie, c'est une seconde naissance. Ils appellent à la continuité de cette chaîne de solidarité pour que d'autres visages s'illuminent à leur tour. Nous remercions sincèrement la Fondation Saher et l'association Sourire Ensemble pour cette initiative salvatrice. Ces pathologies ne marquent pas seulement le visage de nos enfants, elles pèsent lourdement sur le cœur et le mental des parents. On vit avec l'angoisse, le regard des autres. Aujourd'hui, grâce à cette opération, l'espoir est revenu dans nos foyers. Autre temps fort de cette campagne, la remise de lait et de farines multivitaminées Vitablé. Un geste essentiel car avant l'opération, il faut préparer le corps, donner aux enfants la force, le poids nécessaire pour affronter le bloc opératoire. Dans le cadre du renforcement de la carte sanitaire nationale, les autorités de la transition ont engagé un vaste programme de construction d'hôpitaux de référence dans plusieurs capitales régionales du Mali. À Badjangara, ce projet structurant franchit une étape décisive avec le lancement des travaux. Le reportage de Agibou Koulibaly et de Mohamed Koulibaly. C'est dans la commune rurale de Dougombo, située à environ 5 km de la ville de Bandiangara, que la délégation conduite par le conseiller aux affaires économiques et financières a effectué une visite de terrain. Objectif, voir de visu l'état d'avancement du chantier et s'assurer du respect des orientations stratégiques fixées par les autorités de la transition en matière d'infrastructures sanitaires modernes et accessibles. Sur place, les responsables techniques et administratifs ont tour à tour apporter des éclairages sur la consistance du projet. Je remercie le président de la transition, Assimi Goïta, pour localiser un tel projet dans la commune et pour la région de Bandiangara. C'est aussi un rêve que tout le monde attendait.
Le chef de chantier a rassuré quant au démarrage effectif des travaux, précisant que les installations préliminaires sont en cours et que le chronogramme sera respecté, sous réserve des conditions techniques et logistiques. Nous sommes là pour la construction de l'hôpital régional de Banyara pour un délai de 2 ans. Nous sommes avec toutes les équipes ici présentes. Nous sommes là pour les suites des travaux, l'implantation, le nettoyage, etc. Le représentant du bureau de contrôle a pour sa part insisté sur la rigueur du suivi technique. Il a mis en avant les normes de qualité exigées pour garantir une infrastructure sanitaire durable conforme aux standards nationaux et internationaux. L'hôpital est constitué, c'est-à-dire de 3 grands blocs. Il s'agit de bloc A, bloc B, bloc C et bloc D. Dans ce projet, il y a presque toutes les spécialisations. Le chef de l'exécutif régional a rappelé la portée stratégique de cet investissement public. Selon lui, cet hôpital de référence s'inscrit dans la vision des autorités visant à refonder le système de santé malien en dotant chaque région d'équipements capables de répondre efficacement aux besoins des populations. Les populations de la région de Bandiagara accueillent ce projet avec liesse et c'est la raison pour laquelle les propriétaires terriens n'ont ménagé aucun effort pour accepter la cession directe des terrains, même si c'était leur champ. La mission de contrôle a fait plusieurs recommandations. Entre autres, la tenue des réunions hebdomadaires dans le cadre du suivi et du contrôle des travaux et la tenue d'une réunion mensuelle. Je saisis enfin cette occasion pour adresser mes sincères remerciements au président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, pour la concrétisation diligente de cet engagement annoncé le 22 septembre dernier. À travers cette mission de supervision, les autorités régionales réaffirment leur engagement à accompagner la réalisation diligente de cette infrastructure majeure, symbole d'équité territoriale et de renouveau du service public de santé au bénéfice des populations de Bandiagara et de l'ensemble du plateau d'Ogon. À Kayes, les acteurs de l'éducation et leurs partenaires ont lancé le projet Initiative Priorité à l'égalité, financé par l'UNICEF et mis en œuvre par la Fondation Strom à travers l'Association protestante de la santé au Mali. Le dit projet s'étend sur 1 an et concerne les régions de Kayes, Kita, Sikasso, Koutiala et Bougouni. Il va permettre non seulement de former dans ces régions 5000 élèves et 150 enseignants, mais aussi de sensibiliser les communautés à travers les médias et supports audiovisuels contre la violence en milieu scolaire. Balkissa Saïdibou Chérif Aïdra nous fait le point. Libérer le pouvoir transformateur de l'éducation en matière d'égalité de genre, former sur la prévention et combattre la violence sexuelle et sexiste en milieu scolaire, c'est le leitmotiv du projet Initiative Priorité à l'égalité. Différents acteurs seront impliqués dans sa mise en œuvre. Le projet vise à terme de toucher pour la région de Kayes 2500 filles et garçons, 115 enseignants bénéficiaires directs, 100 enseignants formés au leadership transformateur, 15 responsables académiques et pédagogiques, 7500 membres des communautés qui seront sensibilisés à travers des campagnes de sensibilisation par des émissions radio, des brochures vidéo et contenus digitaux. Ce programme ambitieux, financé par l'Agence norvégienne de développement et mis en œuvre par l'UNICEF à travers l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, en partenariat étroit avec le gouvernement malien, traduit notre conviction commune. Une éducation véritablement transformative en genre constitue le fondement d'une société plus juste, équitable et pacifique. Le gouverneur de la région de Kayes se réjouit du lancement du projet dans sa région. Le gouvernorat souscrit avec conviction à ce projet dont l'ambition est former sur la prévention et combattre la violence sexuelle et sexiste en milieu scolaire dans le cadre d'une approche globale de l'école. En adéquation avec des orientations et les besoins exprimés par notre gouvernement, le ciblage des secteurs concernés vise à renforcer la prévention et combattre la violence sexuelle et sexiste en milieu scolaire dans notre pays, le Mali. Le projet Initiative Priorité à l'égalité, qui sera mis en œuvre dans les régions de Kayes, Kita, Sikasso, Koutiala et Bougouni, s'articule autour de 3 piliers clés: le renforcement des capacités du système éducatif, la mobilisation communautaire et la transformation des normes sociales, ainsi que le plaidoyer et le partage de connaissances au niveau régional.
Sortie de la première promotion du centre Djoum Kaba Diakité de Nioro, la promotion qui prend le nom de Thierno Adital se dit prête à relever le défi pour promouvoir un islam tolérant et modéré. Moussa Diakité. Le centre Djoum Kaba Diakité pour la mémorisation du Saint-Coran a ouvert ses portes en octobre 2023. Situé en plein cœur de la ville de Nioro, il forme des jeunes dans la lecture et la mémorisation du livre saint dans le souci de promouvoir un islam tolérant et modéré. À 13 ans, le jeune Ibrahim Sidi Kaba Diakité est major de cette première promotion de 3 sortants, baptisée promotion Thierno Adital. Après 3 ans de formation, ces jeunes apprenants mémorisent complètement le Coran. Nous sommes fiers de ces jeunes qui viennent d'apprendre le Coran dans un temps record. C'est un espace d'amour pour le Saint-Coran, un espace de reconnaissance du mérite pour promouvoir un islam tolérant au service des populations. Les temps forts de cette cérémonie de sortie ont été la lecture du Coran et la remise d'attestation aux jeunes sortants qui se disent satisfaits et mieux outillés pour être des individus consciencieux et utiles à la société. Cette première sortie a été vraiment un plein succès. On a su que vraiment les enfants ont très bien appris. Ils ont mémorisé le Coran. Ça a été vraiment une réussite et les enseignants étaient à la hauteur. Ces jeunes qui viennent de mémoriser le Coran, donc mis à la disposition de la société, vont nous guider, nous orienter dans notre belle religion. Et encore inviter les uns et les autres à redoubler d'efforts. Ensemble, mettons nos actions en synergie donc pour garder l'image des Nioro, ville lumière, Nioro, des villes des érudits, Nioro, ville des grands marabouts coraniques, Nioro, ville du savoir coranique. وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Et à retrouver désormais dans vos librairies de nouveaux ouvrages. Il s'agit de l'Institution de la conscience et délestage au Mali, causes, conséquences et solutions. Le premier ouvrage propose un voyage introspectif au cœur de la conscience humaine et invite le lecteur à une profonde réflexion sur l'être et ses valeurs. Le second se veut une contribution analytique et citoyenne sur la problématique du délestage au Mali en examinant ses causes, ses impacts et les pistes de solutions possibles. Le commentaire de Sidiki Diarra. Un nouvel ouvrage est disponible dans les librairies. L'Institution de la conscience est un ouvrage de Brahima Koulibaly, juriste de formation et passionné de philosophie et de psychologie. Paris aux éditions L'Harmattan Mali. Un voyage introspectif au cœur de la conscience humaine, dans une analyse à la fois profonde et accessible. Il explore les composantes essentielles de la conscience, notamment la réflexion, la mentalité, l'intelligence, la croyance et la spiritualité. L'ouvrage aborde également des thèmes majeurs tels que la moralité, le libre arbitre, la relation entre les émotions et la conscience, offrant une réflexion stimulante sur la condition humaine. Par ailleurs, un nouvel ouvrage est également disponible en librairie, Délestage au Mali, causes, conséquences et solutions, signé Assala Nadim Kamara, auteur poursuivant une double formation en physique théorique et en génie électrique et énergie renouvelable, publié édition Sawa. Cette œuvre de 130 pages se présente comme un cycle de réflexion où la science dialogue avec la stratégie, où l'électricité devient un langage politique et où le Mali se regarde en face, en haute tension. Plus qu'un simple essai technique, ce livre se veut un geste intellectuel fort, une tentative de reconstruction symbolique, un refus de l'effacement à une affirmation de la souveraineté intellectuelle dans un pays partagé entre dépendance énergétique et aspiration à la maîtrise de son destin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.